sous la Seconde République en 1848, Victor Hugo prononce un discours très enthousiaste, très enflammé, faisant l'apologie de la colonisation de l'Afrique, qui permettra, je cite, de transformer les prolétaires en propriétaires et qui permettra par là même, en transformant ces prolétaires en propriétaires, qui contribuera par là même à apaiser la guerre des pauvres contre les riches, et donc, pour le dire en d'autres termes, à apaiser la lutte des classes et à substituer à la lutte des classes la lutte des races, c'est-à-dire la lutte des Européens contre les races réputées inférieures dans les colonies. Est-ce que vous pouvez préciser pour les personnes comme moi qui ne sont pas passées par l'école de la République, heureusement d'ailleurs, quelle est la perception aujourd'hui, aussi bien officielle qu'officieuse, en France, de la Troisième République? Est-ce qu'elle est vue comme quelque chose dont on peut s'inspirer, ou quelque chose qui est plutôt, voilà, dont on a peut-être un peu honte et dont on essaie de s'éloigner? Donc, voilà, notamment au niveau des élites politiques d'aujourd'hui. Alors, on assiste depuis un certain temps à une sorte de retour d'un discours particulièrement apologétique à l'endroit de la Troisième République, et ce retour à un discours particulièrement apologétique est en partie lié à la crise de la représentation politique qui affecte aujourd'hui les institutions françaises et les partis politiques. Cette Troisième République étant créditée d'un certain nombre de réussites remarquables. D'une part, le fait qu'elle a effectivement contribué à faire voter un certain nombre de lois qui intéressent la défense des droits et libertés fondamentaux, notamment, entre autres, la loi sur la liberté d'association, le droit de grève, et bien sûr, aujourd'hui, dans le contexte français que l'on connaît, avec la réinterprétation de la laïcité comme une laïcité permettant, sous couvert de la défense des principes de la République, de faire valoir et de légitimer un discours très violemment islamophobe, cette Troisième République est effectivement pensée comme cette République qui a permis, par le vote de la loi de 1905, de séparer radicalement les églises et l'État. En occultant ou en euphémisant deux éléments. D'une part, le fait que cette République s'est établie sur l'écrasement de la Commune de Paris et la terreur imposée à ce qu'on appelait à l'époque les communards, au terme d'une guerre civile dont il faut rappeler qu'elle a fait entre 12 et 15 000 morts, à quoi s'ajoutent de très nombreuses condamnations, de très nombreuses déportations dans les colonies, en Algérie notamment, mais aussi bien sûr en Nouvelle-Calédonie, quelques condamnations à mort et exécutions, et enfin, en ajoutant et en précisant, de cela les républicains sont extrêmement fiers, en rappelant qu'entre 1885 et 1913, 1885 étant la date à laquelle s'achève la conférence de Berlin, c'est-à-dire cette conférence où les grandes puissances, grandes, moyennes et petites puissances européennes décident de se partager l'Afrique, et cette conférence étant le point de départ de ce qu'on peut appeler la ruée vers l'Afrique. Et donc, à partir entre 1885 et 1913, la France a réussi ce que aucun régime avant la République n'avait réussi à faire, c'est-à-dire à faire en sorte que la France devienne la seconde puissance coloniale du monde, juste derrière la Grande-Bretagne. Et rappelez que ce projet impérial républicain, donc défendu par les républicains et par leurs alliés, a entre autres pour fonction d'épuiser, si je puis dire, pour le dire en ces termes, la sociale par la coloniale. Et bien sûr, l'autre objectif,
c'est par la construction d'un très vaste empire colonial de rétablir la France comme grande puissance européenne et grande puissance mondiale, afin de prendre ainsi une revanche à la fois politique, territoriale, militaire, sur ce qui est un traumatisme très proche et très vivant, à savoir la défaite devant les armées prussiennes et l'amputation du territoire national à la suite de cette défaite en 1870. Et qu'un certain nombre de très grandes figures de la République, c'est le cas d'Ernest Renan, mais c'est le cas aussi de Victor Hugo, vont soutenir cette construction impériale. Et Victor Hugo le fait en des termes qui sont très clairs, puisque dans un discours très célèbre prononcé en présence de Victor Schœlcher, celui qui a été à l'origine de l'abolition de l'esclavage sous la Seconde République en 1848, Victor Hugo prononce un discours très enthousiaste, très enflammé, faisant l'apologie de la colonisation de l'Afrique, qui permettra, je cite, de transformer les prolétaires en propriétaires et qui permettra par là même, en transformant ces prolétaires en propriétaires, qui contribuera par là même à apaiser la guerre des pauvres contre les riches, et donc, pour le dire en d'autres termes, à apaiser la lutte des classes et à substituer à la lutte des classes, la lutte des races, c'est-à-dire la lutte des Européens contre les races réputées inférieures dans les colonies. Et donc, cette construction impériale, le rappeler, est une construction impériale à l'époque qui est défendue par des partis qui sont des partis progressistes, républicains, et qui vont puiser une part substantielle de leur légitimité, de leur puissance et de leur autorité dans la réussite de cette extraordinaire construction impériale. Effectivement, c'est un point très important. On en avait parlé la dernière fois et ça mérite toujours d'être rappelé pour comprendre que cette entreprise impériale, elle avait bien un rôle politique qui servait les élites. Ce que vous soulignez aussi dans votre ouvrage, et c'était assez important, j'avais trouvé, c'était que, en fait, cette même idéologie de Renan, qui avait été critiquée, par exemple, par un certain Charles Mismer, qui était un de ses contemporains, en fait, cette pensée de Renan, c'est elle-même qui a abouti à ce que la France soit dégagée de ses colonies, parce que c'est une chose d'envahir un territoire ou des territoires, mais peut-être le plus dur, c'est de pouvoir y rester. Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'effectivement, donc, cette pensée un petit peu toxique de Renan a fait en sorte qu'en fait, ça allait se terminer par une expulsion de la France par les indigènes, du moins de la plupart des territoires conquis? Oui, mais ça, c'est une interprétation rétrospective. C'est parce qui ne peut être portée que parce que nous connaissons la fin de l'histoire. Pour les contemporains, il en va évidemment complètement différemment, dans la mesure où pour ces contemporains, la religion musulmane, encore une fois, est perçue comme un obstacle absolument fondamental à l'expansion de la domination et de la civilisation française. Un obstacle fondamental parce que, faut-il le rappeler, et là les échos contemporains me paraissent importants, parce qu'au fond, Ernest Renan fait entendre ceci que, selon lui, l'islam serait par essence une religion de guerre, étant réputée par essence être une religion de guerre, elle est réputée également par essence, si la conséquence de cela, être à l'origine de comportements fanatiques. Et par ailleurs, Renan estime que, par essence également, l'islam est hostile au libre usage de la raison, et par conséquent, là aussi, c'est une conséquence, c'est le cas de le dire, une religion hostile au développement des sciences et des techniques, et donc plus généralement hostile au progrès. Ce pourquoi elle est effectivement pensée comme extrêmement néfaste à l'expansion de la seule civilisation qui est réputée valoir, à savoir la civilisation européenne. En ajoutant ceci que dans la hiérarchie des races, des cultures et des religions, les musulmans occupent une place singulière. Ils sont certes inférieurs sur le plan racial, certes inférieurs, dit-on, pense-t-on, sur le plan culturel et religieux,
mais il dispose, et c'est d'ailleurs tout le problème, d'une civilisation parce qu'il dispose d'une religion. Et au fond, c'est ce qui permet de penser, et j'emprunte cette distinction à Michel Foucault, c'est ce qui permet de penser la distinction entre le sauvage et le barbare. La figure du sauvage dans les représentations racistes de la fin du 19e et du début du 20e siècle, c'est, entre guillemets, le nègre, le noir, l'homme réputé sans religion, sans histoire, sans véritable tradition, et parfois même sans langage. Là où le barbare, lui, dispose d'une histoire, d'une religion, d'une langue, d'une culture, mais c'est exactement l'ensemble de ces éléments qui sont constitutifs de ces résistances à la civilisation dominante. Et c'est très exactement aussi ce qui constitue ces barbares comme un danger pour l'ordre colonial, pour ce qui relève des possessions impériales. Et plus tard, lorsque l'immigration nord-africaine va, à la suite de la Première Guerre mondiale, être très importante en métropole, la mobilisation de ces deux critères, des critères ethno-raciaux et des critères religieux, vont être au principe de la considération selon laquelle ces indigènes nord-africains sont dangereux, d'une part en raison de leurs caractéristiques ethno-raciales et d'autre part aussi en raison de leurs caractéristiques religieuses, parce que ces caractéristiques religieuses sont réputées interdire ou en tout cas rendre extrêmement difficile toute assimilation. Si vous permettez, je vais citer un petit passage de votre ouvrage dans lequel vous parlez de Charles Misner et de ses critiques envers la pensée, enfin la pensée, oui, les idées d'Ernest Renan. Donc, vous dites Charles Misner alerte ses contemporains sur les usages qui pourraient être faits de cette conférence. Donc, c'est la conférence une conférence qu'avait donnée Ernest Renan un peu de temps avant. Donc là, Misner disait, vous citez, si la condamnation de l'islam prononcée par Renan demeurait sans appel, si ces idées obtenaient force de loi, la politique musulmane de la France deviendrait, en Algérie, de plus en plus méprisante, vexatoire et spoliatrice, au point de rendre la vie impossible aux Arabes et de nous faire considérer par eux comme des ennemis mortels. Donc, ça rejoint un petit peu le titre de votre ouvrage. Et effectivement, bon, c'est un peu ce qui s'est passé, hein. Mais c'est vrai que tout le monde, la fin de l'histoire n'était pas évidente pour tout le monde, loin de là, effectivement. Sinon, donc aujourd'hui, 150 ans plus tard, après l'émergence des idées d'Ernest Renan, quel en est l'héritage aujourd'hui, quel en est l'effet dans la France moderne? Alors aujourd'hui, on est en plein milieu des élections entre les deux tours, dans des élections présidentielles de 2022. Qu'est-ce que vous voyez comme héritage de cette pensée aujourd'hui? Juste revenir un tout petit peu, si vous me le permettez, sur la citation que vous avez faite de Charles Misner, puisqu'en effet, dans mon ouvrage « Ennemi mortel, représentation de l'islam et politique musulmane à l'époque coloniale », en France, ennemi mortel est effectivement une expression empruntée à ce même Charles Misner qui a effectivement élaboré, rédigé et publié un texte très intéressant et très violemment critique à l'endroit des thèses de Renan. Très violemment critique d'un point de vue méthodologique, très violemment critique également du point de vue de ce qui est énoncé, Charles Misner laissant entendre, et écrivant d'ailleurs, qu'au fond, les thèses de Renan, je reprends presque son expression, reposent sur des têtes d'épingle et sur des généralisations absolument abusives. Ernest Renan, comme beaucoup de ses contemporains et comme beaucoup de nos contemporains aujourd'hui, traitant de l'islam comme un bloc, comme alors même que Misner, lui, est d'une part sensible, et beaucoup plus sensible à la diversité des islams, et d'autre part à l'histoire très singulière parfois de ces islams et à des périodes qu'il considère comme des périodes fastes qui infirment de son point de vue les thèses de Renan, notamment la thèse de Renan relative au fait que l'islam serait absolument incompatible avec la science. Charles Misner, n'ayant pas beaucoup de difficultés, a convoqué évidemment les 7 siècles de présence arabo-berbère musulmane dans la péninsule ibérique, et en montrant qu'à l'époque, celles et ceux plutôt qui sont au sommet des sciences, mathématiques, astronomiques, médecine,
et philosophiques, sont justement des musulmans, ce qui pour lui est la démonstration historique de cette absence d'incompatibilité entre l'islam et le développement de la science. Pour la période contemporaine, au fond, on pourrait dire que nombre de nos contemporains qui, de cela il y a quelques années, s'interrogeaient doctement sur la question de savoir si on pouvait être islamophobe, aujourd'hui, la situation de ce niveau-là a, me semble-t-il, assez considérablement évolué, dans la mesure où on est passé d'une situation où l'on s'interrogeait sur la question de savoir si on pouvait être islamophobe à une situation où il faut l'être islamophobe. Et dans la mesure où l'affirmation de son islamophobie est désormais pensée comme l'affirmation d'une adhésion pleine, entière, aux valeurs, comme ils disent, de la République et à la défense de ces valeurs. Puisque être islamophobe est aujourd'hui complètement articulé. C'est vrai pour les extrêmes droites, mais c'est vrai pour les républicains, mais c'est vrai également pour ce qu'il est convenu d'appeler le printemps républicain, voire pour un certain nombre de personnalités issues du Parti socialiste. Être islamophobe est complètement articulé d'une part à la défense de la laïcité, ou en tout cas de la laïcité telle qu'elle est conçue par celle-là et cela, et d'autre part, être islamophobe est également complètement articulé à la défense de l'égalité homme-femme, ce qui, relativement aux extrêmes droites et aux républicains, ne manque pas certains piquants, dans la mesure où, le moins qu'on puisse dire, c'est que ces courants politiques-là, ceux que je viens de citer, n'ont pas joué un rôle particulièrement considérable dans la lutte contre les discriminations qui affectent spécifiquement les femmes, et que même dans certains cas, je pense notamment à l'élaboration des listes en vue des élections, ceux-là qui prétendent défendre l'égalité homme-femme préfèrent parfois plutôt payer des amendes que de respecter la législation relativement à la parité. Et donc, on peut, au fond, considérer que nombre de nos contemporains, et ils sont hélas effectivement de plus en plus nombreux et de plus en plus influents, sont en quelque sorte les ventriloques, quand bien même ils l'ignorent parfois, d'un certain nombre de thèses développées par Renan et ses épigones, en ajoutant que dans certains cas, ces références sont des références explicites. On trouve, et je l'ai montré dans mon ouvrage Ennemis mortels, on trouve dans un certain nombre de textes élaborés par des auteurs d'extrême droite des références tout à fait explicites aux textes écrits par Renan à propos de l'islam, et qui sont mobilisés par ces auteurs d'extrême droite pour montrer que, au fond, ces critiques radicales de l'islam, et donc l'islamophobie, justement, ne serait pas uniquement portée par l'extrême droite, qu'elle est légitimée par la référence à Ernest Renan, justement, l'objectif étant, par cette référence à cet auteur prestigieux et républicain, de montrer au fond qu'il y a tout à fait une place pour une islamophobie républicaine, et d'autant plus légitime cette islamophobie qu'elle est justement pensée, ou qu'elle peut être pensée comme étant républicaine, c'est-à-dire une fois encore articulée à la défense d'un certain nombre de principes et de valeurs de la République. On aura vu qu'une grande majorité des candidats, mis à part peut-être les tout petits candidats, et puis jusqu'à un certain degré Jean-Luc Mélenchon, mais pas trop quand même, parce que je me souviens dans une interview à l'époque où était discutée la dissolution du CCIF, qui a été effectivement dissolu depuis. Le journaliste avait posé la question à Mélenchon, et Mélenchon avait dit oui, pourquoi pas, il faut dissoudre le CCIF. donc voilà. Donc, mis à part Philippe Poutou et puis comment elle s'appelle, Nathalie Arthaud, mais sinon, il semble que tous les autres candidats portaient plus ou moins ce projet-là, ces idées-là d'islamophobie, ou en tout cas de méfiance affichée vis-à-vis des musulmans. Alors, qu'est-ce que ça reflète pour vous aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans une crise, est-ce que la France est dans une crise politique majeure, et est-ce que ça ressemble plus ou moins à une certaine époque passée
notamment peut-être, je sais pas, l'époque au tout début de la Troisième République, où il fallait trouver un plan B pour un petit peu éviter une lutte des classes qui allait mal se terminer pour les riches, entre guillemets. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur les positions relativement à l'islam des uns et des autres, parce que, à part, d'une part, les extrêmes droites, les républicains, le printemps républicain, euh, globalement le Parti socialiste, il faudrait pouvoir développer plus amplement sur les positions parfois évolutives de la direction du Parti communiste. Mais donc, il faut rappeler que relativement au présidentiel, Fabien Roussel s'est adjoint, si je puis dire, le soutien, pour ne pas dire les services, de Henri Peña-Ruiz, c'est-à-dire celui-là même qui, il y a quelques années, s'interrogeait sur la question de savoir s'il était légitime d'être islamophobe et qui répondait à cette interrogation posée qu'il était parfaitement légitime de l'être. Henri Peña-Ruiz ayant donc contribué, parce que c'est un intellectuel, parce que c'est un universitaire, au fond, a donné, si j'ose dire, et le terme est évidemment à mes yeux parfaitement inadéquat, mais c'est comme ça que ça fonctionne, a donné au fond ses lettres de noblesse et académique à cette islamophobie élitaire, d'autant plus prégnante justement qu'elle est pensée comme établie sur des analyses qui ne relèvent pas ni de l'opinion ni du préjugé, mais qui relèvent, encore une fois, alors on le dit plus en ces termes maintenant, à proprement parler de la science, mais au moins d'une véritable recherche prétendument objective sur l'islam en général et les musulmans en particulier. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur celui que vous avez cité, à savoir Jean-Luc Mélenchon, qui alors, est-ce pour des raisons d'opportunisme politique? Est-ce pour des raisons donc électoralistes? Est-ce parce qu'il a fini par se convaincre qu'il n'en était pas ainsi? Mais au cours de cette campagne présidentielle, et Dieu sait si j'avais été dans un texte publié par Mediapart très critique à l'endroit justement de cette islamophobie contemporaine, Jean-Luc Mélenchon a été amené à rappeler que combien en France, en raison de la détérioration de la situation politique et de cette islamophobie, hélas, sinistrement partagée, qui fait consensus, et un consensus tout à fait singulier, donc des extrêmes droites jusqu'au Parti socialiste, combien la situation des musulmans en France, qu'ils soient français ou étrangers, peu importe, était devenue particulièrement difficile, d'une part parce qu'ils étaient quasiment stigmatisés du matin au soir et du soir au matin, et au-delà de cette stigmatisation liée à des discours particulièrement violents, ils faisaient l'objet d'un certain nombre de discriminations particulièrement significatives. Et donc le paysage appel politique doit être nuancé. Il ne reste pas moins que la tonalité générale est effectivement celle du triomphe, encore une fois, d'une islamophobie élitaire, partisane, légitimée et sans doute aussi assez largement populaire, selon témoignent les résultats du premier tour des élections présidentielles, où les forces de droite, c'est-à-dire le Front National, Reconquête, la position ou la candidature plus exactement de Dupont-Aignan révèle que ces extrêmes droites atteignent, quand on cumule leurs scores, des résultats qui sont absolument sans précédent dans l'histoire de la Troisième République. Et ce qui est également sans précédent dans l'histoire de la Cinquième République, pardon, c'est également aussi l'extrême faiblesse des gauches politiques qui, pour certaines de ces composantes, sont frappées d'une décomposition accélérée qui, évidemment, contribue plus encore à laisser le champ libre à celles et ceux qui stigmatisent les musulmans et au font de l'islamophobie une véritable politique publique. J'en veux pour preuve notamment la loi dite séparatisme, renommée loi pour renforcer les principes républicains, dont les premières applications ont débouché
comme vous l'avez rappelé, d'une part sur la dissolution du CCIF, très rapidement aussi sur la dissolution du collectif contre le racisme et l'islamophobie, en soulignant, parce que cela est également très important, que ces dissolutions portent atteinte à un droit fondamental qui est la liberté d'association et la liberté d'expression. Je pense en particulier à l'arrêt du Conseil d'État relatif à la dissolution du CCIF, qui valide la dissolution prononcée préalablement par le gouvernement français à l'initiative du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. L'arrêt du Conseil d'État est de ce point de vue très inquiétant parce que dans un de ses troisièmes considérants, il légitime cette dissolution, non pas pour ce que les dirigeants du CCIF ont fait, c'est-à-dire non pas en raison des actes contraires à la loi qu'ils auraient commis, mais légitime cette dissolution parce que les dirigeants du CCIF auraient osé utiliser l'expression d'islamophobie d'État. Autrement dit, on a bien affaire là à une dissolution prononcée pour des raisons d'option politique et non pas pour des actes, et une dissolution donc qui porte atteinte à des droits et libertés fondamentaux. Une fois encore, la liberté d'association et la liberté d'expression, c'est évidemment là aussi, là encore, une involution à la fois politique et juridique qui me semble très significative dans la mesure où cette dissolution, celle du CCIF, fonctionne, et on le sait, puisqu'elle a été suivie d'autres dissolutions, évidemment comme un précédent. Et un précédent, évidemment, très important, et qui légitime aujourd'hui une extension des dites dissolutions. Oui, tout à fait. Il y a quelques jours, j'ai publié une interview avec Farid Hafez, qui est un des coéditeurs du rapport islamophobie européenne, qui paraît en anglais, qui paraît chaque année en fait. Et la situation en fait est assez mauvaise dans plusieurs pays d'Europe. Il semblerait que alors la France peut-être est dans le peloton de tête pour ce qui est comment dire, de l'islamophobie d'État. En effet, on pourrait l'appeler comme ça. Mais malheureusement, d'autres pays sont sur le même chemin. Dans la prochaine partie, on a assisté à une sorte de course à l'échalote entre, d'une part, Marine Le Pen et, d'autre part, certains membres du gouvernement, je pense en particulier à Gérald Darmanin, qui a osé, dans une réplique qui, sans doute, risque de peser assez lourdement dans ce qui va se passer jusqu'au second tour des élections présidentielles. Et Gérald Darmanin, faut-il le rappeler, avait osé dire, répliquant à Marine Le Pen, qu'il la trouvait plutôt molle sur le terrain de la lutte contre l'islamisme. Au fond, ce gouvernement a cherché et est effectivement parvenu à banaliser d'une part les propositions de Marine Le Pen, les positions qu'elle n'a cessé d'exprimer, pour apparaître comme le rempart le plus efficace contre l'islamisme tel qu'il est pensé, et d'autre part contre la menace réputée particulièrement importante du séparatisme.